Fais un clap. Ok. Vas-y, je te laisse te présenter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. Nous allons faire une vidéo en fait sur l'entraînement, à savoir comment vous entraîner et optimiser en fait des exercices en rapport à vos besoins, à votre morphologie, à votre passé sportif et votre présent et vos objectifs. Donc ça fait un gros sujet. On est à Biarritz, il fait beau, donc on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo en extérieur. J'espère que vous nous entendrez bien. J'espère que le son va être bon. Ouais. Exactement, et que cette vidéo sera qualitative et que vous allez l'apprécier. On y va? On y va. Allez, on y va. Du coup, alors sur quoi tu veux partir? Mais il faut savoir qu'on est tous différents au niveau de l'entraînement. Au niveau morphologique déjà, morphologique c'est savoir si on a des membres qui sont longs, si on a un tronc qui est court, si on a une fragilité au niveau de la posture, par exemple si on tombe en avant, si on tombe en arrière, si on a épaule tombante, si on est étroit de clavicule ou large de clavicule, si on a une capacité au niveau d'une souplesse articulaire innée ou bien au contraire en fait une souplesse qu'il faut travailler, auquel cas il y aura des exercices de stretching, d'assouplissement spécifiques qu'on pourra faire en dehors des entraînements. Et après, à la fin de chaque entraînement, faire un stretching spécifique, pas trop long, pour pas atténuer en fait le travail de la séance. Et en amont, en début de séance, par exemple, faire des stretching toujours courts pour pas atténuer en fait la force de contraction du muscle. Donc en fait, c'est vraiment une science d'entraînement, il faut savoir. Et il ne faut pas se dire que, admettons, il y a une personne qui est exceptionnelle à la salle de sport et suivre en fait. Donc je suis débutant et je vais suivre en fait son entraînement. Ça, c'est la plus grande des erreurs à faire. Dans la mesure où, quand on va commencer un programme d'entraînement, une initiation musculaire, il faut comprendre déjà qu'il y a tout un apprentissage à faire. On va dire qu'un karatéka ne va pas commencer à faire les katas d'une ceinture noire ou d'un dan, une personne qui est danée. Au contraire, elle va commencer à comprendre son corps dans l'espace et au fur et à mesure évoluer et en fait se créer des schémas au niveau des mouvements. Par une personne qui a commencé à faire un développé couché, il sera plus difficile pour elle de faire un développé couché avec haltère, sachant que ça demande une adaptation au niveau de l'équilibre et cette personne-là n'a jamais fait de développé couché dans sa vie. Même de faire correctement des pompes pour un débutant, en réalité c'est difficile. Ça va faire intervenir tout ce qui est muscle stabilisateur, c'est ça. Dès qu'on crée un nouveau mouvement, dès qu'on fait un nouveau mouvement, c'est comme la danse. On va prendre un exemple très concret, la danse. On commence à faire un cours de danse et on nous demande de faire quelques pas. Mais comme je n'ai jamais fait ces pas-là, ça va être très compliqué pour moi que mon schéma moteur, qu'au niveau de mon cortex, qu'en réalité je peux visualiser dans ma tête le mouvement, mais ce qui en sort n'a rien à voir. En musculation, c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'au niveau de notre cortex, on va créer, stimuler tout le temps les mêmes voies. Et en fait, ces voies-là vont être plus performantes. Et par la suite, la cinématique de mouvement sera beaucoup plus perfectionnée. Et avec le temps, on aura la possibilité d'avoir beaucoup moins de risques de blessures. Parce qu'en réalité, on aura un mouvement qui est parfait et non pas qui est tronqué. Exactement. Sécurisé et exactement. Des automatismes. Exactement. Donc, première chose, c'est lorsque vous commencez en musculation ou même vous êtes intermédiaire, comprenez que quand vous faites un mouvement, il faut que ce mouvement soit bien fait pour ne pas se blesser et pour surtout que le travail soit effectif. Je m'explique. Lorsqu'on fait souvent, une personne va en salle de musculation, sauf s'il est vraiment dans une préparation physique à un autre sport, ça peut être du cyclisme, ça peut être du basket, du football, du rugby, etc. Il est là principalement pour faire de la culture physique, du bodybuilding, du culturisme. Utilisez le terme que vous voulez. Donc autrement dit, c'est la qualité de son travail qui va prédominer en rapport en fait au résultat. Puisque je peux très bien faire 10 répétitions en développé couché avec un rebond, avec des répétitions partielles, avec en fait un mouvement, une prise qui est non adaptée aux muscles, à ma morphologie. Des répétitions et donc, un peu trichées. Le mouvement, certes, je vais faire 10 x 10, mais à la fin de la séance, la stimulation, c'est comme si je n'avais fait 0 série et 0 répétition. C'est pour ça qu'il est intéressant en fait d'avoir une autocritique là-dessus et de se dire, est-ce que je mets mon ego de côté et dans ce cas-là, je vais adapter une charge en rapport à mes capacités réelles et je vais me concentrer sur la qualité de travail et non pas sur la quantité et le visuel que ça peut en fait en sortir. Je ne suis pas là pour impressionner les autres. On est là principalement pour s'impressionner et pour se dire, voilà, j'ai fait une bonne séance. Exactement. C'est nous contre nous-mêmes. C'est un combat contre soi-même. Donc la première des étapes, c'est comme vous partez dans un cours de danse, on va apprendre les pas, on va apprendre la cinématique, on va apprendre la danse.
Et à partir de là, de fil en aiguille, vous allez augmenter la difficulté des exercices que vous allez faire. Au début, par exemple, au niveau d'une traction, si vous n'avez pas la capacité donc, énergétique, musculaire, technique de faire une traction, vous pouvez commencer par faire un travail à la poulie haute, par exemple, en pronation. Mais pareil, ce travail à la poulie haute, il faudra se concentrer à bien faire le mouvement. Ouais. On prend une autre hypothèse. Beaucoup, surtout cet exercice. Voilà, le squat, va, si vous n'avez pas les capacités de faire le squat dans un premier temps, n'essayez pas d'augmenter la charge. Déjà, avec votre poids de corps, créez une cinématique de mouvement qui est correcte. Travaillez une amplitude correcte. Exactement, travaillez la souplesse de vos épaules, travaillez la souplesse de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches, travaillez votre flexion, de telle sorte que lorsque vous allez faire le mouvement, ce soit un mouvement qui soit naturel par rapport à votre morphologie. Et non pas un mouvement qui soit forcé et qui soit en fait ni plus ni moins l'écrasement d'une charge sur une personne et cette personne-là essaie de remonter tant bien que mal. C'est pas le but. Le but n'est pas d'écraser sur une charge, c'est que la charge soit un accessoire. Et qu'elle soit maîtrisée. Exactement. Et que cet accessoire-là soit ni plus ni moins un facteur à l'amélioration de mes qualités physiques. Donc toujours en connaissance de cause, entraînez-vous avec intelligence. Je vous préconise un carnet de bord au niveau des entraînements pour ni plus ni moins en fait, noter vos sensations, les exercices choisis, le nombre de répétitions, le nombre de séries et ça correspond en fait au volume d'entraînement. Prenons une hypothèse. Je fais un développé couché avec quasiment aucune résistance en excentrique et un travail explosif en dynamique au niveau de la phase concentrique. Donc ça va faire 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc plus ou moins sur une seule série, 10 répétitions, je vais travailler sur 10 à 15 secondes sous tension. C'est très très court 10 à 15 secondes. C'est l'utilisation de la créatine phosphate au niveau de l'énergie. Et donc l'ATP va être renouvelée à peu près en 1 minute, 1 minute 30, sauf si la charge est très élevée. Mais si je fais 10 répétitions avec par exemple une phase concentrique toujours un peu dynamique pour travailler l'explosivité, recruter un maximum de fibres, et par contre la phase excentrique je vais la retenir de telle sorte de créer une résistance. Plusieurs secondes, 3 secondes par exemple. Il faut savoir qu'un muscle lorsqu'il va s'étirer et qu'on résiste à cet étirement, ça crée en fait une inflammation. Et c'est cette inflammation qui va être positive à une hypertrophie, à une création en fait, à un grossissement des cellules. Donc les cellules, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de cellules, c'est le muscle, ni plus ni moins, les cellules musculaires, les fibres. Donc une personne qui va par exemple travailler la finalité va faire par exemple 10 fois 10. Mais si on fait un cumul, ça fait 150 secondes de travail. 150 secondes de travail en une demi-heure de séance, au final c'est très faible. Par contre la personne qui elle a en précaution, fait un travail précautionné et vraiment analyser le travail, à corriger son angle de travail, à essayer de sentir ses pectoraux travailler, ses triceps, essayer de limiter le stress au niveau des épaules, et bien elle, avec un temps de tension supérieur, et bien elle aura en fait un travail, un volume d'entraînement 4 fois supérieur avec le même nombre de séries de répétitions. C'est quelque chose aussi donc à prendre en jeu. Donc lorsque vous prenez note au niveau de vos entraînements, vous notez par exemple en effet sur la phase concentrique j'ai fait 1-2 secondes par exemple. Sur la phase excentrique 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Tu notes le tempo en fait. On note le tempo, ça correspond en fait au temps sous tension. Ce temps sous tension est relatif au volume en fait d'entraînement. Il est lié. Du coup, est-ce que c'est pas plus intéressant au lieu de te dire je vais faire, pour ceux qui regardent qui connaissent pas forcément les tempos, au lieu de te dire je vais faire 10 répétitions dans ma série, dire par exemple d'habitude 10 répétitions ça prend 10-15 secondes. Si j'essaye de faire, au lieu de 10 répétitions, j'essaye de faire des répétitions pendant une durée plutôt. Exactement. En fait c'est l'entraînement sous tension. Sous tension. C'est-à-dire que nos muscles, notre corps, toutes les actions mécaniques, toutes les actions chimiques sont effectuées grâce à des molécules. Et en fait c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Cette adénosine triphosphate, il faut savoir que c'est elle qui permet l'enclenchement par exemple d'une contraction musculaire. Donc le schéma c'est cortex envoie une information, ma volonté envoie une information au cortex qui est envoyée dans mon système nerveux au muscle. Et plus ce signal est puissant, plus j'ai la possibilité de recruter donc un grand nombre de fibres et avec une intensité très élevée. Maintenant, admettons, je me dis ma série de développé couché, elle va durer 30 secondes. Donc 30 secondes, si par exemple je fais un tempo rapide, ça veut dire que je vais faire plus ou moins 25 à 30 répétitions.
je sais très bien que peu de gens ont l'habitude de faire 25 à 30 répétitions de debout couché. Ça correspond en fait à une charge de 40 à 50% de son 1RM. Donc ça veut dire qu'on est à 40% à 50% de ses capacités maximales de force. Donc là on est sur un travail plutôt d'endurance de force. Mais admettons si on se dit je vais faire plutôt de l'endurance de force pure avec de la vascularisation, c'est-à-dire qu'on va faire un travail purement de résistance à la charge, on va travailler 1 minute sur le debout couché. Mais je peux vous dire que une barre à 40 kg avec 1 minute de temps de tension, elle va peser très lourd à la fin de la série. Mais l'inflammation qui est créée au niveau des tissus, elle va être aussi grande, voire plus, qu'une personne qui a fait juste du 10 x 10 avec une charge bien plus avec lourde. Une charge plus lourde, mais un mouvement triché et surtout sans résistance et juste du rebond. Voilà, on n'est pas là pour effectuer des chiffres en termes de quantité, on est là pour effectuer un travail. Et ce travail n'a lieu que lorsque le muscle est sollicité au maximum de ses capacités en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en jeu. Par exemple, on prend un autre exemple. Je pars sur 10 secondes de temps sous tension sur du debout couché. Donc potentiellement, lorsqu'on fait de la force pure, sur 10 secondes, potentiellement, je ne pourrai faire que 2 à 3 répétitions. Donc on est vraiment sur de la créatine phosphate au niveau du substrat énergétique, donc au niveau du muscle. C'est elle qui va donner son phosphate à l'ATP, qui va par la suite pouvoir donner l'enclenchement musculaire au niveau de la contraction. Donc là par exemple, 10-15 secondes de temps sous tension sera plutôt dans une phase de force si la charge est quasiment au maximal, 90%, 85-90%, 95% pour les meilleurs. Pas de problème? Ouais, c'est bon le son. Donc, lorsque vous créez un programme d'entraînement, il n'y a pas juste dire bon aujourd'hui on va faire les pecs, allez il y a cette machine qui est pas mal, il y a cette machine qui est pas mal, on va faire un peu d'haltère, etc. Non. Ça à la rigueur on peut le faire lorsqu'on s'en fout, lorsque on y va pour parler avec ses potes. Voilà, on n'a pas d'objectif de progression particulière. Remise en forme pour le plaisir. Ou... Exactement. Donc là il n'y a pas de souci. Mais la personne qui est précautionneuse, qui fait attention à son alimentation, qui fait attention donc à son mode de vie, qui a un mode de vie qui n'est pas stressé, à son relationnel, qui a une copine ou un mec qui est plutôt cool dans la vie, un travail qui est plutôt cool. Là, à partir de là, il va considérer l'entraînement comme vraiment quelque chose de supplémentaire à son mode de vie et il va vraiment en fait faire attention à tous ces éléments-là. Donc, choisir l'exercice par rapport à sa morphologie, c'est essentiel parce que une personne par exemple qui est longiligne. Donc une personne qui est longiligne, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle va avoir des fémurs qui sont longs, tibia péroné qui est long, un tronc généralement long et les bras longs aussi. Donc à partir de là, elle va avoir des bras de levier qui sont extrêmement importants. Par exemple, moi, si par exemple il me faut 50 cm pour faire un bras de levier, elle, il lui faudra peut-être 70 cm. Ça veut dire qu'elle a 40% quasiment supplémentaire de travail musculaire à faire. C'est pas négligeable. Et ça, les gens l'oublient. C'est-à-dire que la musculation, c'est de la physique, ni plus ni moins. C'est un transfert de force. Votre moteur, c'est votre muscle. Et maintenant, la qualité du mouvement doit être en fait vraiment mise en avant parce que si votre qualité de mouvement n'est pas fait de façon précautionneuse, soit le levier peut casser, tendinite, déchirure musculaire, inflammation générale. On peut faire donc une contracture. Il y a plein de blessures. Déchirure d'amus. Exactement. Il faut savoir en plus aussi une chose, c'est que lorsque vous entraînez à haute intensité, vous faites des micro-fissures au niveau de vos os. Donc si vous ne donnez pas le repos suffisant, par exemple quand on voit un footballeur qui se casse le tibia péroné en courant ou le fémur, mais c'est pas qu'il a une mauvaise technique de course, c'est que le gars il court, il est tellement en surentraînement, il est tellement sollicité que malgré tout l'aide médicale qu'il peut avoir, donc autorisé ou non autorisé, c'est pas la question, son corps ne peut plus récupérer. Et il y a une fracture de fatigue, comme des coureurs par exemple de sprinteurs. On voit des sprinteurs, on les voit courir claquage, ni plus ni moins parce que le muscle donc n'a pas pu récupérer dans la globalité en fait de sa récupération. Donc il faut savoir que quand on s'entraîne, la récupération elle est nerveuse, elle est énergétique, c'est de l'alimentation, elle est physiologique, c'est le tissu musculaire, c'est en fait structurel. Et puis au niveau chimique, ça va être le dégagement de l'acide lactique qui va être régénéré dans le foie, qui peut être transformé en glucose, le reste est évacué au niveau des émontoires. Mais toute cette fatigue
qui est créé à l'entraînement, si on ne lui donne pas en fait le temps de récupérer, l'entraînement en fait n'aura pas d'effet positif sur la personne. C'est-à-dire que le surentraînement est en fait l'objectif principal à ne pas faire. C'est-à-dire que, prenons une hypothèse, je vous donne 10 jetons. Dans ces 10 jetons, je vous dis, tu as 10 jetons pour 3 éléments. L'entraînement, la récupération, la nutrition. Donc je donne 4 jetons d'entraînement à Aurélien. 4 jetons par exemple de récupération et par exemple 2 jetons de nutrition. Donc au niveau de la nutrition, il sera un petit peu bancal. Donc il va jouer plutôt sur la récupération et la nutrition. De temps en temps, il va faire 3 récupérations, 3 nutritions et 4 entraînements. Mais ici, il se dit, allez hop, je vais m'entraîner tous les jours et même peut-être faire 2 entraînements ou 2 disciplines. Donc par exemple, un sport de combat plus la musculation. Par exemple, ou du crossfit, voilà, ou du crossfit et musculation, de la gym, de la musculation. Et bien il va passer ses jetons, 5 jetons à musculation, il n'y reste plus que 5 jetons pour la nutrition et la récupération. Le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir donc récupérer ou l'alimentation ne va pas pouvoir être suffisante. Puisque s'il augmente son alimentation, donc il va mettre par exemple 4 jetons sur l'alimentation, il n'y a plus de jetons pour la récupération. Et c'est là que rentre en jeu le dopage. C'est les gens en fait, c'est pas avec 10 jetons qu'ils travaillent, c'est avec 20 jetons. Et parce que la récupération et l'entraînement sont boostés. Donc on ne peut pas comparer l'entraînement, et la récupération et la nutrition d'une personne qui se dope et une personne qui est naturelle. Et je vous préconise toute votre vie de vous éloigner de personnes qui vous influencent à rentrer dans ce jeu, parce que ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance physiologique et biologique, qui n'ont pas de connaissances nutritionnelles avancées. Donc vous fuyez ces personnes-là. Une personne qui vous dit que le dopage ça ne risque rien, même à petite dose ou autre, non. Le dopage à moindre dose dérègle votre système hormonal et à vie. D'accord? Donc ça, il faut que vous en soyez conscient. Maintenant, au niveau par exemple du volume d'entraînement, ça va être propre à chacun au niveau de sa récupération. Qu'on a vu dans la première partie, l'entraînement, choisir les exercices, c'est un rapport à notre morphologie et notre capacité technique. Capacité technique qu'on acquiert à travers la répétition de séries, de répétition au niveau de la série. Si on ne s'exécute pas à faire des exercices bien dès la première séance, on va créer en fait un schéma moteur et une sématique mouvement qui est mauvaise. Et au bout d'un an de corriger des mouvements, c'est très compliqué. Admettons, on part sur un exercice d'élévation latérale. L'élévation latérale, en réalité, c'est un exercice qui est très technique. On a 3 faisceaux au niveau des deltoïdes. Donc devant, moyen et à l'arrière. Et bien il suffit juste que l'élévation latérale, on pense la faire bien et on ne travaille pas du tout le médian, mais on va travailler par exemple l'antérieur et en final on va avoir une épaule qui est déséquilibrée. C'est ça. Ou bien on va attribuer trop de travail par exemple sur la partie antérieure et pas assez postérieure et idem on va déséquilibrer. Donc c'est intéressant de, grâce à des notes, d'arriver à pondérer en fait le volume d'entraînement sur tel groupe musculaire, pour rester équilibré. Plus vous déséquilibrez votre mécanique, votre muscle, votre schéma général, plus vous avez en fait un potentiel de vous blesser, puisqu'en réalité vous avez créé des faiblesses et des points forts. Ces points forts vont tirer sur les faiblesses et les faiblesses vont vous empêcher de développer le reste de vos points forts. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en considération. Et elle est liée par rapport au volume d'entraînement. Pourquoi lié au volume d'entraînement? Parce qu'on a tous une capacité de récupération différente. Certaines personnes ont des métabolismes qui sont rapides. Ils vont faire des séances relativement courtes et une récupération relativement courte. Et à partir de là, ils vont quand même avoir une évolution qui est rapide. Donc on dit que ce sont des génétiques qui sont plutôt favorables à la musculation ou au sport en général. A l'inverse, on va avoir une personne qui a un métabolisme lent, qui prend du poids en plus facilement, rapidement, et qui, elle, a besoin de beaucoup de repos, qui a besoin de faire des séances en grand volume d'entraînement. Mais par contre, à l'avantage d'une personne qui a un métabolisme rapide, les gains qu'elle aura acquis, ces gains-là, en fait, vont réussir à rester plus longtemps sans entraînement. Parce que le renouvellement des cellules est plus lent que la personne qui a un métabolisme qui est rapide et qui, elle, a un renouvellement cellulaire qui est beaucoup plus rapide. Donc, le volume d'entraînement, il faut que vous l'adaptiez par rapport à vous. Et pour cela, il faut que vous vous connaissiez. Et il ne faut pas avoir peur d'ouvrir un livre de physiologie ou de biologie et de comprendre en fait comment l'organisme fonctionne. Le système digestif,
le foie, les émontoires, le sommeil, le système nerveux, le système musculaire, le système énergétique de l'organisme. Tous ces éléments-là, avec le temps, en fait, il faut que vous appréhendiez avec passion. Parce que le problème, c'est que si vous appréhendez avec douleur et avec peur les choses, vous n'allez pas les comprendre et pas les retenir. Une chose n'importe quelle thématique, si on la fait sans passion, sans amour de la connaissance, on ne peut pas la retenir, on ne peut pas en fait en comprendre la substance. Pas durer sur le long terme non plus. En fait, de comprendre la substance d'une matière, pour ça en fait, il faut vraiment en comprendre le schéma général. Par exemple, là je parle de la musculation, mais pour comprendre que la science de l'entraînement, il faut en fait voir au-delà de juste pousser une charge. Donc par exemple, quand je parle à des gens que je connais, il me dit oui, mais je veux dire, tu parles par exemple de niveau en musculation. J'ai écrit un article que je n'ai pas encore posté qui s'appelle « Êtes-vous un bon comptable ?» Et en fait, je parle ni plus ni moins du rapport entre volume d'entraînement et récupération. Et en fait, j'explique dans la première partie intermédiaire, donc débutant et confirmé. Le débutant, lui, il n'a aucune conscience du niveau qu'il a, mais surtout de toutes les étapes qu'il doit passer. L'intermédiaire, lui, il commence en fait à avoir quelques reculs sur ce qui marche sur lui. Il connaît plusieurs techniques d'entraînement, mais ce qu'il y a, c'est que son évolution est tout le temps en dents de scie parce qu'il ne maîtrise pas tous les paramètres. Nutrition, récupération et entraînement adapté. Et la personne qui est confirmée, elle est obligée d'aller au point de ses connaissances pour optimiser et même juste garder ses performances. Pour se maintenir, ouais. Donc je m'entraîne. J'ai commencé l'entraînement aux alentours de l'âge de 13 ans. J'ai 32 ans actuellement. Pendant 7-8 ans, je me suis entraîné plutôt poids de corps, haltère, mais on va dire gentillet. En même temps, je faisais du cyclisme et donc je me faisais engueuler par mes entraîneurs parce que j'étais trop lourd, parce que j'étais trop musclé. Et donc les meilleures saisons, c'est vrai que je les ai faites en cyclisme lorsque donc je ne faisais plus de musculation, donc avec haltère, mais toujours poids de corps, traction, abdos, pompe, pour garder un gainage général et une qualité musculaire générale. Mais dès lors où j'ai recommencé vraiment la musculation, ça a été pour moi vraiment comme s'il fallait que je gravisse l'Everest, dans la mesure où, au fur et à mesure que j'évoluais, je voyais toutes les difficultés en fait que j'allais en fait devoir franchir. Quand je ouvrais des livres de physio et que j'allais par exemple au chapitre, je dis 10 et j'avais des termes que je ne savais même pas ce que c'était, il a fallu que j'étudie tout simplement des cours de médecine pour avoir une appréhension au niveau du vocabulaire, pour que par la suite, lorsque j'ouvrais un livre de biologie, de physiologie, que je fasse des cours en micronutrition, j'ai une compréhension plus générale et plus donc précise de ce qu'en fait j'allais étudier. Et justement cette prise de conscience, il ne faut pas avoir peur d'étudier, pas avoir peur d'ouvrir les livres. C'est-à-dire que souvent je reçois des questions qui sont, on va pas dire naïves, mais je me demande si la personne a réfléchi derrière ça. Savoir si elle s'est posé la question et comme un parchemin, elle a déroulé la question et vu en fait tous les aboutissants de ce que pouvait engendrer par exemple cette question. Prenons une question qui est vraiment réelle, spécifique. On m'a posé une question récemment. Un entraîneur a fait faire à une personne par séance toutes ces séries et toutes ces répétitions, toutes ces séries parce que la répétition on ne peut pas le faire à l'échec, mais toutes ces séries à l'échec. Donc 4 exercices par groupe musculaire, 4 séries. Donc ça fait un volume donc, de 16 séries par groupe musculaire à l'échec. Mais 16 séries, déjà il faut savoir quelle tension, on ne sait pas, ça je n'ai pas eu l'information. Mais ces 16 séries, au final, c'est un volume d'entraînement qui est très bas. 16 séries, c'est très bas. Mais si ces 16 séries ont été faites avec un repos suffisant entre chaque série, que chaque répétition à la finale ont été faites avec qualité, et bien pourquoi cet entraînement ne serait pas valable ou tout autant valable qu'un entraînement en face où on ne va pas à l'échec avec 30 séries peut-être de 4 ou 5 exercices avec 6 ou 7 par exemple séries par exercice, mais on ne travaille que 75% et sans aller à l'échec. L'inflammation, le volume d'entraînement général potentiellement sera égal, mais si la personne au niveau de son volume d'entraînement il a la capacité physiologique d'encaisser cet entraînement,
il peut être tout autant en fait valable. C'est pour ça que ce volume d'entraînement, il faut vraiment en fait, à travers des notes, à travers le temps, écouter son corps. Si vous voyez que vous n'avez plus faim, si vous voyez que vous dormez mal, que vous êtes facilement en fait irritable, qu'à l'entraînement vous y allez avec dégoût, que vous êtes plus motivé, qu'il faut que vous preniez 2-3 cups de booster avant de vous entraîner. Là, il faut vous dire qu'il y a un problème au niveau de votre entraînement et qu'il y a un problème au niveau de votre récupération. Il faut comprendre que la récupération est indissociable, mais vraiment indissociable du volume d'entraînement et donc de l'intensité de l'entraînement. Ça fait partie. Ça fait partie du jeu, exactement. C'est-à-dire que je casse un mur, mais si je n'ai pas eu le temps d'améliorer ce mur, au minimum de le reconstruire, ça n'a aucun sens de recasser le mur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et au-delà de ça, maintenant, au niveau de l'entraînement, est-ce qu'on fait l'entraînement juste pour le culturisme, la culture physique, pour développer un physique en harmonie par rapport à l'image, le reflet, la pensée qu'on a d'un physique qui est, on va dire, idéal. Harmonieux. Parce qu'il faut comprendre une chose, en musculation, à vie, c'est courir après une ombre. On ne sera jamais comme on souhaite être. Par contre, au quotidien, on peut se battre pour améliorer sa condition. Pour être meilleur. Mais de courir après une ombre, c'est être malheureux constamment. Et c'est ceci en fait qui va engendrer des comportements en fait qui sont en fait dérivés d'un comportement naturel. On va commencer en fait à prendre des stéroïdes anabolisantes, des hormones, des aides chimiques pour aller au-delà donc de son critère idéal pour courir après une ombre qui n'existe pas. Il faut comprendre une chose, c'est que l'organisme au niveau physiologique, c'est quelque chose qui est formidable. C'est une machinerie qui est absolument incroyable. À la seconde, il y a des millions de réactions chimiques. À la seconde, il y a des millions de mutations. Mais le problème, c'est que dès lors où vous allez perturber votre organisme, eh toute cette machinerie, il va lutter pour essayer de bien fonctionner. Et vous allez créer des inflammations de bas grade qui, à terme, créent des maladies. C'est-à-dire qu'une personne qui prend la décision à 20 ans, 18 ans de prendre des produits illicites, et je tends bien illicites, il faut comprendre que ce sont des produits qui sont interdits. Et c'est pas pour rien, ce sont des produits qui sont en plus dangereux s'ils ne sont pas maîtrisés. Ce sont des produits qui sont souvent utilisés pour les personnes qui sont malades, qui ont des cancers, qui ont des maladies qu'on ne peut pas en fait guérir. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre en fait à la légère. Et bien sachez une chose, ce n'est pas courant l'année que vous allez avoir des maladies, mais c'est sur le long terme qu'il faut voir les choses. Ah, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans. Quand on déclenche un cancer, le cancer est là depuis 10 ans, depuis 20 ans. Au quotidien, on crée des cellules cancérigènes. Mais c'est notre capacité à lutter contre cette inflammation-là qui va en fait permettre à l'organisme de dire « Oh Coco, tu vas pas te développer, tu vas rester tranquille dans ton coin et moi mes lymphocytes, elles vont lutter contre toi, c'est les lymphocytes natural killers qui vont lutter justement pour pas tomber malade. » Donc une personne par exemple qui fume et qui meurt à 70 ans, mais arrêter son expérience de vie, c'était 90 ans, c'est 95 ans, c'était pas 70 ans. Il a bouffé un tiers de sa vie quasiment. Et le problème c'est que les gens ne vont pas plus loin que leur nez. Ils n'ont pas de considération, donc on va me dire oui mais c'est pas profiter de la vie, mais ça n'a rien à voir avec profiter de la vie, c'est respecter notre corps, notre organisme. On n'a qu'un seul, notre conscience elle est que dans un corps. Moi je peux pas devenir Aurélien et Aurélien ne peut pas devenir moi, ça marche pas, sinon ce serait tout cool. Donc il faut vraiment que vous ayez un respect envers vous et un respect pour votre organisme. Donc un débutant lui il va adapter son entraînement à travers l'aide d'un coach qui est performant, qui a des connaissances, qui n'est pas juste un mec qui est bodybuildé. Et à partir de là, il va avoir une progression certaine. Et de fil en aiguille, il va essayer de chercher ses points faibles et corriger ses points faibles. Un athlète qui est complet, c'est un athlète qui n'a pas de points faibles. C'est un athlète qui connaît ses points faibles et qui travaille à les corriger. Et c'est pas un mec qui va faire du lundi au vendredi les pecs ou les triceps ou le dos. Non, c'est une personne qui va chercher à comprendre où sont ses points faibles et essayer de perfectionner vraiment son entraînement.